Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on va faire un format que j'aime beaucoup mais que je n'ai pas fait depuis très longtemps, bien que ce soit pas des vidéos très populaires, mais c'est pas grave parce que j'adore les tourner. Il s'agit de séries en folie. C'est un format où je vous parle d'une saga en général terminée, entière, pour vous donner soit peut-être envie de vous plonger dedans ou de vous y replonger et vous donner mon avis sur l'entièreté de l'œuvre. Alors là, on va tricher un petit peu puisque ce n'est pas une saga qui est complètement terminée, mais c'est un univers étendu en fait qui va comporter 12 tomes réunis en 4 trilogies. La première trilogie étant terminée et l'histoire du personnage principal étant un petit peu bouclée, sachant qu'on va suivre d'autres personnages dans la deuxième trilogie, je pense que je peux vous parler de la première trilogie comme d'une saga terminée, bien que l'univers étendu nous apportera plus tard d'autres histoires dans ce monde. Et cette saga, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, il s'agit de Vampiria de Victor Dixon, publié à la collection R. Donc la première trilogie comporte, comme son nom l'indique, 3 tomes. Vous avez La Cour des Ténèbres qui est le premier tome, ensuite La Cour des Miracles qui est sorti l'an dernier qui est le second tome, et enfin La Cour des Ouragans qui vient clôturer l'histoire de notre personnage principal dans cette première trilogie. Alors Vampiria, déjà de base, l'univers, sans parler de la trilogie, qu'est-ce que c'est? C'est un monde où le roi soleil, comme on le connaît, hein, ce monarque qui a eu une influence incroyable sur le monde de son vivant, trouve, au lieu de mourir comme on le connaît dans nos livres d'histoire, le moyen de rester éternel en devenant le premier vampire. Suite à ça, son pouvoir s'est étendu dans les ténèbres et non plus dans la lumière, et c'est devenu le roi des ténèbres et non plus le roi soleil, qui a transmuté d'autres vampires pour créer en fait son aristocratie, sa noblesse, qui sont donc les vampires. On retrouve les castes classiques de cette époque. Vous avez donc la noblesse qui sont donc les vampires. Ensuite vous avez à la place du clergé la faculté hématique qui alors il voue aussi un petit culte quand même au roi soleil, mais c'est surtout les médecins, les docteurs qui vont s'occuper de prélever la dîme que je vais expliquer un peu plus tard, et de s'occuper des transmutations en fait des vampires. Vous avez la basse noblesse qui sont des petits nobles, des petits lords, voilà, qui ont des châteaux un peu en province, mais qui ne sont pas des vampires, ce sont encore des humains. Voilà, c'est pour distinguer de la vraie noblesse. Et tout en bas, vous avez le tiers-état, donc les roturiers en fait tout simplement. Et les roturiers se font ponctionner la dîme. Et la dîme, à l'époque, c'était un impôt prélevé, un impôt très cher d'ailleurs, qui a mené bien des années plus tard à une révolte du peuple. Mais là, la dîme, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des récoltes. Parce que souvent, les roturiers n'avaient pas d'argent, hein, donc ils donnaient une partie de leur récolte. Ici, il s'agit de sang. En fait, tout simplement, la dîme, c'est le fait de ponctionner du sang aux roturiers pour pouvoir nourrir tout simplement les vampires. Voilà, c'est ça la dîme, et on est vraiment dans cette uchronie en fait où on garde quand même les mêmes valeurs presque féodales en fait, et aussi la même arriération technologique, hein, puisque tout ce qui est découverte de l'électricité, tout ça n'a pas eu lieu, puisque je pense que dans l'esprit de Victor Dixon, toutes ces avancées ont commencé à émerger avec le siècle des Lumières, avec les penseurs, avec les inventeurs, sauf que le fait que le roi soleil soit resté immortel et garder cette société très féodale, ça a empêché toutes ces inventions de voir le jour, tout simplement. On est dans un monde où la nuit il faut rester chez soi parce que sinon on risque de se faire bouffer par un vampire, tout simplement, enfin sucer le sang. Et voilà, et on a vraiment ce contraste où les ténèbres sont glorifiées, à l'inverse de l'époque du roi soleil où on cherchait tout ce qui était lumineux, tout ce qui était solaire, et là on va rechercher plutôt l'obscurité, les ténèbres. Donc voilà, le roi soleil, sa transmutation, parce que ça a été un des premiers et les premiers ont subi de graves dommages esthétiques, ça l'a rendu, voilà, il a un visage qui est vraiment détérioré, on va dire. Et du coup il a un masque d'or, un petit clin d'œil en fait à l'homme au masque de fer qui, selon la légende, je crois, a été
le frère jumeau du roi qui a été emprisonné, qui a eu un masque toute sa vie, un masque de fer. On ne sait vraiment pas, même encore maintenant, l'identité de cet homme. Mais voilà, le petit clin d'œil qui n'a rien à voir avec la série. Mais voilà l'histoire en gros de Vampiria. Sachant que le roi Soleil a étendu son empire et qu'il a transmuté les grands souverains de cette époque-là, qui sont du coup toujours en exercice, mais qui sont un petit peu des souverains vassaux un petit peu, voilà, du roi. Le roi Soleil, Louis XIV, c'est quand même, voilà, il a vraiment réussi à gérer un petit peu son truc, hein. Il a créé son empire vampirique de surcroît. Et donc dans la première trilogie de Vampiria, nous allons suivre l'histoire de Jeanne Froidelac, qui est une jeune roturière qui est un peu spéciale, tout le monde la regarde un peu bizarre, elle a des cheveux gris, elle est un peu particulière, elle se sent toujours un petit peu à la marge des autres. Et un jour en fait elle va voir ses parents et son frère se faire assassiner sous les ordres d'Alexandre de Mortange, un vampire... comment dire, dramatique au possible, un drama queen que j'adore, c'est un de mes personnages préférés, je reviendrai dessus. Suite à cela, elle va aller prendre l'identité par un concours de circonstances d'une petite noble, pas une noble vampire, hein, une petite noble qui s'appelle Diane de Gestrefrisch, qui est attendue à la cour du roi Soleil, du roi des Ténèbres, pour tenter de devenir écuyère du roi, qui est une position qui est un petit peu, voilà, c'est la position vraiment sympa, où on va devoir être la garde rapprochée du roi, où on va avoir droit à une gorgée de son sang pour nous donner des compétences un peu presque surhumaines, enfin voilà, c'est un poste qui est glorifié quoi. Et donc elle va essayer de devenir écuyère du roi, mais parce qu'elle se dit que plus elle se rapproche de lui, plus elle trouvera un moyen de le détruire et de se venger de sa famille. Voici l'histoire de base de Vampiria. Donc c'est exactement ce qu'on suit dans le premier tome, donc la cour des ténèbres, où on va suivre Jeanne qui fait son entrée du coup à la cour des ténèbres, qui va rencontrer de nombreux compatriotes, de nombreux écuyers qui comme elle veulent concourir. Donc on est beaucoup sur ce tome là, sur un format d'épreuve, hein. C'est très présent. C'est aussi présent dans le dernier tome les épreuves, mais je trouve que c'est surtout dans celui-là qu'on retrouve vraiment le côté épreuve le plus. C'est un tome que j'avais adoré, vraiment j'avais trouvé ça royal, c'est le terme en fait, parce que, et ça c'est valable pour tous les tomes, je trouve que Victor Dixon a une capacité à retranscrire des faits historiques à merveille sans que ça alourdisse le récit, sans que ce soit trop. Ça reste un récit de fantasy, n'ayez pas peur les personnes qui pensent que c'est de l'historique, ce n'est absolument pas de l'historique, c'est de la fantasy avec des éléments historiques, mais on est très loin d'un récit historique, hein, clairement. Mais voilà, il y a des détails, on voit que l'auteur a fait des recherches ultra poussées pour vous retranscrire des choses de manière vraiment quasi parfaite. Et quoi qu'il arrive, et ça je le dis dans toutes mes vidéos, qu'on aime ou pas les histoires de Victor Dixon, on ne peut pas dire qu'il n'a pas du talent et un travail de recherche excellent dans ses livres. Voilà. Ensuite, à la cour de miracle, on suit toujours Jeanne, mais qui en fait est envoyée dans les catacombes de Paris pour enquêter sur l'avènement en fait de la Dame des Miracles. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, la Dame des Miracles qui donc, grosse connotation, la cour des miracles avec les gitans, avec les catacombes, voilà, c'est un univers que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, on est vraiment dans cet aspect presque comme dans Notre-Dame de Paris, voilà, avec les gitans, les catacombes, la révolte un petit peu souterraine, voilà, franchement c'était vachement sympa. Après j'ai trouvé qu'il y avait quelques lenteurs dans celui-là qui ont fait que ça n'a pas été le coup de cœur, mais c'était encore merveilleusement réalisé, surtout que là on était sur un format totalement différent et en même temps l'auteur a réussi à garder le petit truc qui fait qu'on essaye de voir ce que Jeanne elle va réussir à faire dans sa mission en fait, bien qu'on ne soit plus du tout sur le même... sur les mêmes enjeux que sur le premier tome. Et enfin dans le dernier tome que j'ai lu récemment, on va suivre Jeanne qui est envoyée par le roi des ténèbres, donc l'immuable, pour se marier avec Palphébus, un pirate qui terrorise toute la baie des Caraïbes des Amériques, et en fait pour le relier tout simplement à sa cause et lui proposer en fait de le transformer en vampire en se mariant avec Jeanne qui elle aussi devrait se transformer en vampire si jamais elle l'acceptait. Sauf que Jeanne elle de son côté comment dire, sans trop en dire, elle œuvre pour une autre organisation, pour son propre
son propre chef en fait, et pour totalement autre chose que le roi des ténèbres, parce que je vous rappelle que depuis le début hein, elle veut le tuer, voilà. Et donc elle espère plutôt le rallier à sa cause, à elle, voilà. Dans ce tome là aussi donc on a des thèmes qui se rapportent à des épreuves. C'est un thème qui est beaucoup aimé et j'avoue que j'ai bien aimé le retrouver dans ce thème là, mais surtout on a des vibes à la Pirates des Caraïbes, mais incroyable. Franchement il y a, on s'y croit en fait, on s'y croit surtout avec tout ce qui est les légendes un peu avec les fantômes, les machins. Franchement c'était trop bien, c'était aussi une superbe conclusion à cette trilogie et à l'histoire de Jeanne qui, si on m'avait dit au moment opportun que ça allait se faire comme ça, je me serais dit quoi? Mais non, en fait non, pas du tout. Mais c'est amené si parfaitement que finalement c'est un destin exceptionnel je trouve pour Jeanne. C'est pile ce qu'il lui fallait, c'est pile la fin qu'il lui fallait. Voilà, j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus puisque dans ce 3e tome on ouvre un peu l'univers au-delà en fait de la France et voilà, on va voyager et ça me donne trop envie. Une des choses que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est que les détails sur les couvertures, regardez-moi ça, ils sont incroyables, franchement. Et puis alors le dernier, avec les coraux, l'étoile de mer, là aussi les coraux, je trouve que c'est trop bien fait, c'est trop joli, voilà. Ici vous avez un hippocampe, enfin voilà, je trouve qu'il y a des détails en fait qui sont merveilleusement bien réalisés, c'est joli, c'est agréable à lire, voilà, ça a tout pour soi. Dans les personnages, moi, il y a certains personnages que j'aime beaucoup. Je pense notamment à Alexandre de Mortange qui est un vampire en fait qui a été transmuté quand il était en fait entre l'adolescent et l'adulte, et du coup il a des comportements de drama queen, il en fait toujours beaucoup trop, il est là genre oh ciel, et il me fait mourir de rire. Je suis trop contente qu'on puisse le retrouver dans le tome 3 parce que je trouve que c'est un personnage qui apporte un aspect comment dire, comique et absurde en fait à cette histoire, et j'adore ce personnage. Dans les personnages principaux on a aussi Jeanne, ou Diane hein, selon sa seconde identité, qui est un personnage qui au début est un petit peu détestable. Très honnêtement elle est un peu, voilà, on lève un petit peu les yeux au ciel, elle a des attitudes où on dit mais pourquoi elle dit ça, pourquoi elle fait ça, non mais vraiment elle est ridicule. Mais je crois que Victor Dixon aime beaucoup écrire ce genre de personnages parce qu'ils sont pas lisses, ils ont une personnalité et surtout ils ont une marge de progression. Parce que au fil des tomes, moi je trouve que Jeanne ou Diane, elle devient de plus en plus mature, de plus en plus réfléchie, moins égoïste, elle pense plus au bien commun, elle réfléchit plus à ses actes, et je trouve que dans le 3e tome on a une Diane qui est une Jeanne qui est complètement transformée par rapport au premier tome, et je l'ai trouvée vraiment cohérente en fait, et c'est une évolution qui permet de voir qu'un personnage qui au début en fait ne connaît que sa petite vie, son petit univers, a des idées très arrêtées, peut au fil du temps, en rencontrant certaines personnes, en découvrant le monde, en échangeant avec d'autres, en fait tout simplement évoluer, et je trouve que son évolution est vraiment réussie. Elle a réussi de passer à petite peste insupportable à meneuse de, comment dire, de combat en fait, à leader enfin presque leader parce qu'on ne peut pas dire qu'elle soit, de personnes qui se battent pour les bonnes choses, et je trouve que c'est vraiment une évolution qui est vraiment géniale. Après on a aussi certains écuyers qui suivent ou non selon les tomes Diane. Je pense notamment à, dans le premier tome, on a Naoko, je crois qu'elle s'appelle, Naoko, qui est la fille de l'ambassadeur japonais, qui a un secret particulier, et je trouve que le traitement de son secret et de comment elle vit avec ça, je trouve que ça a été très bien réalisé. Il y a Poppy aussi, l'anglaise, que j'aime beaucoup, qui est très le flegme anglais, voilà, elle est anglaise, vraiment, elle est so british, et j'aime beaucoup ce personnage. Après vous avez forcément des antagonistes, hein, mais je trouve que le roi soleil a quand même une place, enfin le roi des ténèbres, je dis toujours le roi soleil mais c'est le roi des ténèbres. Je trouve que le roi des ténèbres après le premier tome a vraiment une place presque de plus en plus secondaire, parce que au final c'est peut-être la source de tout,
mais c'est pas la raison de toute la saga. Il y a d'autres choses, il y a d'autres personnages, il y a d'autres tyrans et petit à petit on nous extirpe en fait de cette seule France pour voir beaucoup plus grand, et je pense que c'est le fait qu'on voit de moins en moins le personnage du roi des ténèbres en fait qui nous amène à regarder un peu plus grand et avoir une image en fait un peu plus grande de ce monde. En tout cas c'est vraiment... En tout cas moi j'ai bien aimé voilà, cette façon de nous extirper progressivement en fait de la seule France et de nous faire voyager un petit peu plus. Après il y a d'autres personnages qui arrivent dans les tomes suivants mais je peux pas trop vous en parler sinon je vous spoil, donc voilà, il y a plein de personnages qui se mélangent, il y a des thèmes abordés qui sont vraiment sympas sur la différence, sur l'acceptation, sur le fait de ne pas savoir qui on est, de ne pas le comprendre et que ça puisse être pesant et lourd à porter au quotidien, et en fait du fait que quand on sait ce qu'on est, on s'accepte finalement, on arrive à s'accepter petit à petit, mais tant qu'on ne sait pas, c'est dur en fait de s'accepter. Enfin voilà, il y a plein de thèmes comme ça. Je pars très très loin, hein. Je suis en train de philosopher alors qu'on est sur Vampiria. Mais voilà, si je devais résumer, je trouve que c'est une saga qui est accessible à tous, qui est tellement travaillée qu'elle pourra même plaire à des personnes qui sont pas super fans des young adultes. Et puis surtout qui aborde avec magistralité le thème du roi soleil et des vampires, parce que franchement c'est cool de revoir des vampires un peu gothiques, un peu effrayants, parce qu'on a eu une longue période où les vampires c'était plutôt des mecs trop beaux, on avait envie de tomber amoureuse d'eux, enfin voilà. Et là de retomber sur ce côté un peu presque Dracula, ça fait plaisir. Voilà, c'est une saga que je ne peux que vous recommander, j'ai adoré ces 3 premiers tomes. Et maintenant que je sais où on va aller pour la seconde saga, j'ai encore plus envie de continuer voilà, cet univers. J'aimerais aussi énormément parler avec Monsieur Dixon à Montreuil, car il y a certains personnages de l'entourage en fait, du roi soleil qui ne sont pas mentionnés dans cette saga, qui pourtant ont un attrait, une appétence particulière avec la magie noire, et du coup je compte bien lui demander ce qui leur est arrivé, ce qu'il en est, parce que je n'arrive pas à rester sur ma faim. Voilà, j'en veux plus, je veux en savoir plus, et je sais que cette saga n'est pas terminée, donc j'en veux toujours plus. Je pense que ça, ce serait visuellement magnifique en série ou en film. J'espère que comme Phobos ça va finir par être adapté, parce que Phobos va être adapté hein, pour ceux qui ne le savaient pas, mais je trouve que visuellement ça ferait vraiment une série ou des films, mais genre, plutôt des séries je pense, vraiment artistiquement intéressante. Voilà, je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire, que ce soit au niveau de la photographie, de la colorimétrie. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'en faire une jolie série. Donc voilà, je pense que j'en ai assez parlé, que je vous ai assez communiqué mon amour pour cette saga. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez commencé, si vous l'aimez, si jamais vous l'avez terminé. N'hésitez pas aussi à me dire quel a été votre tome préféré. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous souhaitez me soutenir sur ma chaîne, de mettre un petit like, un commentaire ou de vous abonner. Je vous remercie d'avance pour le soutien que vous m'apportez tous les jours. En tout cas, comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous fais comme d'habitude des bisous!